Clichy, Montfermeil, Aulnay, parce que c'est là où il y avait à plusieurs reprises des émeutes urbaines. C'est un territoire qui est très difficile et qui a cette caractéristique à 100%. Ici, vous voyez, le centre de Paris, nous on travaille dans le nord-est, ce qui est chaud, c'est pavillonnaire. Pavillonnaire jusqu'à petite maison de 2 étages, mais pavillonnaire. Il n'y a que des pavillonnaires. Après, encore 3 minutes. Après, les rouges, c'est les grands ensembles. Et que les plans, que ces petits plans, ça c'est les densités urbaines, c'est là où il y a ce qu'on pourrait appeler la ville urbaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément là où ces plans que la densité est la plus haute, mais souvent, par exemple, dans les grands ensembles. Voilà, alors je crois que je dois faire vite maintenant, je dois arriver à conclure. On travaille sur les tissus contenus, mais aussi sur les tissus faibles. Et là, je dois dire, là, on est actuellement à la recherche d'une nouvelle définition d'urbanité. Parce que la définition d'urbanité qu'on exporte, parce que aussi les écoles d'architecture, elles sont en ville, parce que tout le monde parle de densité égale mixité, égale vie urbaine, égale non-ville. Je crois que dans ces territoires-là, il faut trouver une autre urbanité. Il ne faut pas les laisser, homogènes et sans la mixité, mais il faut trouver un autre modèle. Voilà, et maintenant je passe les images. C'est dramatique en partie, parce qu'on commence à parler des ghettos, mais en même temps, c'est aussi que la périphérie a des forces, je crois, entre guillemets, périphériques qui sont très novateurs. Et maintenant, voilà, la ville dense sur laquelle on travaille, la ville de Cher, la mobilité, la micromobilité, de relier la ville dense avec la ville de Cher. Les caractéristiques que la ville de Cher, c'est beaucoup d'espace perdu, beaucoup. Et en fait, c'est pas uniquement les friches, mais c'est aussi l'espace entre deux bâtiments, extrêmement difficile à travailler là-dessus, mais intéressante. Voilà, et ça c'est trop dommage. J'ai fini. Ouais, la première image. Alors, pour travailler là-dessus, pour travailler dans ces communes, on a commencé à élaborer avec les maires et avec l'État quelque chose qu'on appelle Labo 93, parce que 93, c'est le terme stigmatisant pour ces territoires-là. En fait, de relier tous les secteurs possibles autour d'une espèce de laboratoire, de workshop, pour travailler dans cet espace-là. Voilà. Et si le travail continue, je dois dire qu'on est déjà content, parce qu'on a déjà presque 6 mois après la sélection, et les projets continuent toujours. Alors, je crois que ce qui est important dans ces projets, c'est qu'ils continuent au-delà de ces échéances politiques. Voilà, excusez-moi, monsieur le maître. Merci. Quelques questions? Oui. J'avais juste une petite question. Vous avez évoqué je suis ici. Vous avez évoqué la nécessité de penser ou de créer une autre urbanité. Est-ce qu'on pourrait juste un petit peu donner un exemple ou bien aller un petit peu plus loin pour nous dire ce que vous entendez par ça, une autre urbanité? Je pourrais donner un exemple de on travaille, mais là c'est plutôt avec des fondations, pas au niveau projet, mais au niveau recherche dans la Ruhr. Parce que dans la Ruhr, on a au niveau de la morphologie urbaine, c'est différent, mais au niveau des questions sociales, sociétales et aussi d'immigration, il y a des choses comparables.
Et bon, d'abord, tout simplement, ça pourrait être déjà accepter une urbanité plus faible, c'est-à-dire de s'imaginer que, par exemple, au Japon, malheureusement, ça va disparaître, mais dans toutes les villes, même dans Tokyo, la densité du construit, au moins du construit, elle est très faible. Elle est en étage ou 2 étages. Alors maintenant, la densité humaine, elle est moins faible parce qu'ils habitent pas dans 35 mètres carrés ou 40, mais dans 20 ou 22. Mais il s'est installé, par exemple, là, c'est des convenience stores, c'est-à-dire dans un tissu qui est un tissu purement d'habitat, avec des petits ateliers, mais sinon purement habitat, des petits commerces qui se sont dit, on ne va pas se mettre sur des gares, mais on va se mettre là où les gens habitent, on va devenir les frigos des habitants, et on peut faire notre commerce avec 1000 habitants, ça fait 500 mètres, c'est pas beaucoup, tout le monde peut y aller à pied. Et ils ont commencé à installer ces convenience stores qui sont entre eux très bien reliés, aujourd'hui maintenant avec des camionnettes électriques. Et ces convenience stores sont devenus presque des petites centres, des micro-centralités, parce que là vous trouvez les vélos de location, vous trouvez des choses à manger, vous pouvez faire des assurances. Eux distribuent aujourd'hui à manger pour les seniors, etc. etc. Et ça commence à devenir vraiment une véritable industrie locale, parce qu'ils sont reliés aussi à la production alimentaire locale. Ça devient quelque chose de très intéressant. Ça crée aussi dans ces rues un autre sentiment. On est au début, nous aussi, mais quand on discute avec les maires, de ces communes qui sont au bord du gouffre, et en même temps elles sont extrêmement motivées, j'ai l'impression qu'on commence à avancer petit à petit avec des petits prototypes, de le chercher aussi. Je ne peux pas vous donner un exemple de film. Alors merci beaucoup pour cette magnifique présentation et ces images qui étaient vraiment merveilleuses, je trouve incroyablement époustouflant pour moi. Et la question qui m'intéresse aussi, finalement, c'est encore une fois cette dernière question qui vous a déjà été posée, parce que je pense que, nombreux parmi nous dans cette salle, nous travaillons plutôt sur des espaces plus périphériques que le centre-ville, qui est vraiment plus facile à traiter, parce que les choses sont tellement en place. Et j'aimerais rebondir sur cette idée d'un regard nouveau, ou d'un autre regard, ou de déceler une autre urbanité dans ces périphéries. Je pense qu'on est nombreuses personnes aussi à comprendre qu'on peut regarder ces espaces différemment, mais finalement ce qui m'intéresserait, c'est la manière dont, peut-être dans l'exemple parisien ou nord parisien justement, comment ces choses se mettent en place, qui sont les acteurs, qui sont les promoteurs de ce type de projet, et comment est-ce qu'on arrive, en particulier dans l'intercommunal, comme vous le montrez aussi ici, comment est-ce qu'on arrive à faire la promotion de ces projets, comment est-ce qu'ils peuvent devenir réels, qui doit intervenir? Alors, je peux vous expliquer ce qui se passe là, mais c'est très particulier. Après la première phase des Grands Paris, l'État a planifié, mais d'une façon un peu top-down, un nouveau métro automatique. Et un nouveau métro automatique qui combine le centre de Paris avec la périphérie, mais surtout aussi les périphéries entre eux. Parce qu'il est assez simple de venir de plein de points vers Paris, mais pour aller par exemple de notre territoire 10 km plus au sud à Marne, où il y a une très grande université, il faut aller à Paris pour retourner. Alors maintenant l'arbitrage a été fait que ce métro, contre toute attente, va traverser ces 5 communes qui sont qui sont vraiment très difficiles. C'est aussi un peu difficile d'y travailler physiquement, de temps en temps. Et avec le premier échelon, c'était le métro. Après, l'État a dit qu'il veut financer le métro à travers la révalorisation du foncier. Alors, il peut faire ça dans le sud, dans